Bonjour tout le monde, alors on va faire un petit suivi de ce qui se passe au potager début juin et je vais me concentrer en début de vidéo, en début de diaporama sur la plantation des choux. Alors comme je vous l'ai dit, dans mon contexte, c'est assez difficile de cultiver des choux parce que, entre autres ravageurs, j'ai énormément de pierrites du chou. Elles sont très présentes sur mon terrain, ce qui rend la culture du chou vraiment compliquée. J'ai essayé une année avec des plants beaux développés achetés en jardinerie et puis l'autre année en semant mes propres choux et moi j'avais des pierrides vraiment dès le godet, sur les cotylédons, sur les feuilles, donc en plein été ça devient vraiment très difficile. Alors cette année, vous allez le voir, je vais utiliser des filets anti-insectes, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté sans avoir à traiter en fait la pyrite parce que des brassicacées, donc des plantes de la famille des choux, j'en ai un peu partout sur le terrain. Alors ça va être des fleurs, ça va pas être des trucs qui se mangent, mais bon voilà, la pyrite elle est là, elle est partout, et je vais pas m'amuser à mettre du BT sur mes plants, enfin voilà, ça va vite devenir cher, et pour des choux honnêtement, c'est pas la peine. Donc cette année, j'ai opté pour cultiver essentiellement des choux kale, variété rouge de Russie. Alors pourquoi des choux kale? Parce que c'est une culture déjà qu'on peut cultiver pratiquement toute l'année. Vous mangez les feuilles, donc ça ne pomme pas, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la culture, que ça ait paumé et que vous puissiez récolter votre pomme, voilà, vraiment en toute fin de culture. Vous pouvez récolter les feuilles petit à petit, en fait dès le godet, hein, vous pourriez les manger, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en tout cas, je me suis dit que de cette manière, si j'avais une invasion de pierrides à mi-culture, eh bien ce n'était pas très grave. Enfin, c'était dommage, mais pas voilà, très grave. Je pouvais quand même récolter, nettoyer mes feuilles et puis les manger parce qu'elles sont tout à fait mangeables dès le godet. Là, si je mangeais le plant qui était dans le godet, ce que j'ai fait une fois quand j'en ai cassé un par accident, c'est vraiment très très bon dès le départ. Et puis j'ai opté pour la variété rouge de Russie parce qu'il se dit que les pierrides ont moins tendance déjà à pondre sur les kales que sur d'autres variétés de choux, et qu'en plus la coloration violacée de cette variété de kale avait moins tendance à attirer les ravageurs. Et par ailleurs, c'est vrai que même si les pierrides pondent comme elles ont tendance à le faire sur l'envers des feuilles, et bien puisque l'envers des feuilles est plutôt violacé, leurs œufs sont très faciles à repérer, alors que sur une feuille de brocoli vert calabrais par exemple, vous pouvez très facilement louper un ou deux œufs, et bien quelquefois il suffit d'une chenille pour ravager très rapidement un jeune plant. Alors la plantation, je l'ai faite sur la parcelle 1, là où il y avait les fèves, parce que je n'avais pas vraiment le choix. J'ai un petit potager avec des parcelles qui sont très vite pleines, et ça tombait bien parce que les fèves, je les récolte fin mai, début juin, et donc mes choux semés au mois de mars, il me semble, ça tombait bien parce que je devais les planter en juin, donc c'était facile de les faire patienter en les rempotant en godets plus grands suite à leur levée en alvéole, les faire patienter en attendant que je fauche les fèves. Donc la plantation, voilà ce que j'ai fait, j'en ai planté 6 dans les règles de l'art entre guillemets sur cette parcelle, les 6 ensemble de telle manière à ce que je puisse mettre des arceaux et un filet anti-insectes pour les protéger au maximum de la pierrite du chou. Mais comme le disent excusez-moi, Jaco et Lily dans leur dernière vidéo, attention, les ravageurs des choux peuvent être présents via leurs œufs et leurs larves dans le sol, et donc il faut quand même surveiller parce que s'ils sont dans le sol, au moment où ils vont sortir, eh bien ils sortiront sous votre filet et vous aurez quand même des chenilles de pierrides. Vous pourrez vous demander pendant longtemps par où elles sont passées, eh bien simplement elles sont sorties par en dessous. Donc ça n'est absolument pas une garantie, mais voilà, sur cette parcelle, je les ai couverts. En revanche, cette année, j'ai bien fait mon travail et j'ai eu de la chance au niveau des semis. En plus, c'était un sachet de graines toutes neuves. Donc j'ai énormément de plants qui ont levé, beaucoup plus que ce que je pouvais en planter. Donc j'ai donné, j'avais 19 plants, j'en ai planté 6 ici, j'en ai donné 5 à ma voisine de 86 ans italienne qui adore en mettre dans son minestrone et qui aime beaucoup le kale. Mais ça me laissait quand même pas mal de plants excédentaires. Alors vu que tous mes voisins et amis avaient leur potager plein,
eh bien j'avais le choix entre soit récupérer le terreau, les mettre au compost, les donner aux poules ou les manger. Je me suis dit que c'était quand même dommage. Donc j'ai fait un petit essai et je me suis inspirée d'une vidéo et de pratiques d'une youtubeuse. Je vous mets le lien vers sa vidéo. En fait, elle aime mélanger jardin ornemental et jardin potager. Et je me suis inspirée de ça en me disant que finalement, mes choux, soit j'avais envie de les mettre sous filet dans une parcelle dédiée, une parcelle potagère, c'est-à-dire amendée, dédiée au potager, soit les mettre sans filet. Mais moi, ça m'embêtait quand même de les mettre sans filet, à nu comme ça, sur une parcelle potagère, au milieu d'autres cultures, parce que l'année dernière, j'ai pu remarquer que comme les choux attiraient les pierrides, eh bien, une fois que la culture est ravagée par la pierride, eh bien ces chenilles ont tendance à aller un petit peu partout. Elles ne vont pas consommer tous les types de cultures, mais elles vont quand même avoir tendance à déborder sur les autres cultures. Et je me suis dit que du coup, à mettre des choux sur toutes mes parcelles réparties un peu partout, j'allais attirer vraiment les larves de pierrides un peu partout. Donc, dans mon inexpérience, je ne savais pas trop quoi faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis à nu, parce que le filet quand même, le filet anti-insectes, c'est quand même pas très pratique à manipuler. Mais je les ai mis sur des parcelles non potagères, c'est-à-dire sur mon terrain, mais dans des endroits parfois incongrus, dans des endroits qui auparavant n'étaient pas cultivés, ou dans des endroits qui étaient simplement des parties ornementales du jardin, dont je m'occupe très peu à vrai dire, mais je voulais essayer. Alors la première chose que j'ai faite, c'est qu'il y avait un petit endroit dans mon potager sous un cèdre, donc carrément à mi-ombre, mais qui était assez plat, qui était plein d'humus forestier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté, j'ai mis un grand coup de râteau pour pousser une couche de bien 5 cm d'aiguilles de cèdre, que j'ai mise de côté et que j'ai recyclé pour pailler une allée potagère, parce que je trouve que les aiguilles de conifères compostées, c'est très bien. Voilà, pour ce genre d'usage. Et puis, j'ai travaillé un peu le sol vite fait pas avec une bêche, mais avec une houe. J'ai travaillé un peu le sol, qui était déjà souple, mais un peu sableux. J'ai rajouté un petit peu de fumier composté en sac acheté en jardinerie. J'ai mis une bonne poignée de cendres sur ce qui fait un peu plus d'1 mètre carré. Parce que les choux aiment bien l'apport de cendres de bois. Et puis j'ai planté mes choux tout simplement là-dedans et j'ai paillé avec du BRF. Voilà, je n'ai pas couvert, j'ai laissé à nu. J'irai surveiller de temps en temps, retourner les feuilles pour voir s'il y a des œufs de pierride. Mais voilà, je vais simplement faire de la gestion comme je le faisais les autres années en retournant les feuilles, sachant qu'on peut facilement se laisser déborder. Mais enfin, c'était ça ou le compost ou les consommés jeunes, donc je leur laisse une chance en les mettant là. Je n'ai pas fait que ça. J'ai également, cette année, tenté de planter mes choux en pot et en jardinière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? D'une part, j'avais 2 pots que vous voyez dans le fond de la photo qui n'étaient pas utilisés. Je n'avais rien à planter dedans cette année. Donc, comme j'avais récupéré de la terre de taupinière argileuse, un petit peu calcaire, j'en ai pris, j'en avais en rab, donc ça m'a pas coûté très cher de remplir mon pot. Par ailleurs, mes pots en fin de saison, je les vide, donc je recycle en fait ce substrat. J'ai mis un petit peu de fumier, puis j'ai mis mon godet dans ce pot. J'ai paillé avec du BRF sur le dessus. Donc en arrière-plan, vous voyez des 2 choux kale que j'ai rempotés dans ces pots. Et puis ce que vous voyez à l'avant-plan, c'est un plant de choux de Bruxelles dans une très grosse jardinière en pierre à l'ancienne que nous ont laissé les anciens propriétaires. Et en fait, cette très grande jardinière extrêmement lourde à déplacer, donc vraiment pas pratique, elle était remplie de terreau. Un terreau, probablement un terreau à géranium, parce qu'ils avaient beaucoup de choses comme ça, les anciens proprios. Mais ce terreau était là, et en fait, je n'avais que des adventices qui poussaient dedans à la saison chaude. Et en fin d'hiver, j'ai quelques bulbes tout au fond de cette jardinière, quelques bulbes de jacinthe en fait qui lèvent
et qui me font 3 petites jacinthes toutes jolies, parfumées, qui poussent. Mais par-dessus ces bulbes qui du coup ne lèveront qu'en fin d'hiver prochain, eh bien j'ai planté mon plant de chou de Bruxelles qui a toute la jardinière pour lui tout seul. J'ai mis une poignée de cendre, j'ai mis une poignée de fumier composté, j'ai paillé avec du BRF. Eh bien ma foi, on verra si cette jardinière suffira à la croissance de ce chou de Bruxelles. Attention, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, c'est un essai, c'est un test. Et puis enfin, j'avais 2 choux brocolis que j'avais semés comme ça en me disant oh j'ai pas la place, mais bon sait-on jamais si je me retrouve avec de la place. Donc il y en a un qui est hors champ de photos, mais là vous en avez un à l'avant-plan et donc dans des jardinières pareil qui étaient inusitées mais pleines de terreau. Donc pareil, enfin là j'ai pas mis une poignée de cendre parce que c'était vraiment petit, mais bon une petite demi-poignée de cendre, une demi-poignée de fumier, mon godet, du BRF et à l'arrière-plan il y a un chou kale. Alors puisqu'on parle de culture en pot, très rapidement, mes tomates cerises que j'ai plantées en pot, je n'ai mis que 2 plants de tomates cerises en pleine terre cette année. J'ai pas eu la place de faire plus, c'est un peu dommage parce que les tomates cerises elles se développent quand même vachement mieux en pleine terre, hein, mais elles fonctionnent aussi en pot, contrairement je trouve aux tomates plein volume comme les cœurs de bœuf, les rondes et les allongées. Voilà, le pot ça correspond quand même mieux comme je l'ai dit précédemment aux tomates cerises. Donc là vous voyez que mes tomates cerises en pot, elles commencent à faire des fleurs. Et puis puisqu'on est dans les pots et la culture en contenant, on va parler un petit peu des bacs rapidement. Vous voyez là j'ai un bac de 2,40 m de long mais assez étroit, où là maintenant j'en suis à une jungle de laitue variété Sierra, mes carottes qui lèvent bien et puis au fond il y a quelques betteraves qui commencent à faire leurs racines, hein. Donc ça se passe très bien. Mes poireaux repiqués dans un bac aux côtés des carottes, vous pouvez voir que ils se plaisent bien. Je les ai repiqués un par un à 12 cm d'écart, ni 10 ni 15, parce que 15 ça me faisait louper une ligne, et puis 10 ça me laissait pas la place d'en mettre un 6e au bout. Enfin bref, j'ai fait 12 parce que ça correspondait à la taille de mon bac, mais pour l'instant il se porte bien. Je me méfie parce que sur mes aliacées en pleine terre, j'ai la mouche mineuse qui est arrivée, ce qui n'est pas très grave parce que moi mes aliacées, mes oignons, mes échalotes et mon ail, je les récolte en primeur. Donc ça n'empêche pas la récolte. Par contre, si j'avais voulu les faire en conservation, et bien là, la culture était compromise, hein, puisque j'ai la mouche qui est arrivée. Par contre, voilà, je me méfie un peu pour mes poireaux, parce que ce sont des poireaux d'hiver qui vont devoir tenir toute la saison. Donc là, si j'ai la mouche qui arrive, eh bien, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'imagine que je peux quand même les consommer, ça ne doit pas avoir mauvais goût. Peut-être découper en petits bouts dans une sauce ou dans une tarte en accompagnement d'une sauce tomate. Mais enfin, la culture de poireaux d'hiver, elle est quand même destinée à aller à maturité. Donc là, si j'ai de la mouche qui arrive dessus, eh bien malheureusement, ma culture telle que je la concevais sera compromise. Mais écoutez, on verra bien. Je n'ai pas mis de voile parce que j'ai pu constater que dans les cultures en bac, la pose d'un voile, surtout d'un voile anti-insectes l'été, sur des cultures qui ont tendance à pousser à la verticale, hein, à quand même monter, une culture de chou ça fait quand même un beau feuillage, de même que les carottes, et bien en fait j'ai tendance à abîmer mes cultures. Le voile anti-insectes c'est très bien pour éviter un traitement par pesticides, ou un traitement à base de composés même organiques, même compatibles en agriculture biologique, mais généralement j'ai tendance à faire des dégâts sur mes cultures parce que vous levez le voile, vous le rabaissez, vous essayez de passer vos mains sous le voile, vous cassez du feuillage. C'est pas pratique, moi ça m'agace en plus parce que j'arrive pas à voir comment va ma culture, je passe devant, je peux pas juste jeter un coup d'œil. Donc le voile, comme vous l'avez vu, je l'ai posé sur 6 plants de choux pour voir ce que ça fait, pour voir si j'arrivais à avoir une différence de culture, si vraiment ça faisait une différence majeure de lutte contre les ravageurs. Mais voilà, là j'ai posé mes poireaux et puis je me suis dit oh non, j'ai pas envie de mettre mon filet. Les poireaux sont supposés éloigner la mouche de la carotte et la carotte est supposée éloigner la mouche du poireau.
Écoutez, on verra bien. Mais vraiment, là, j'avais pas envie de mettre en voile. L'année dernière, j'en ai mis un parce que j'avais de la noctuelle qui venait bouffer mes racines de betterave. Et vraiment, ça m'a agacée. J'ai cassé des fans de betterave, pas des fans, excusez-moi, des cardes en fait de betterave à cause de ça. C'était dommage. Donc voilà, je fais pas, je mets pas euh, de voile. Pour les blettes, eh bien les blettes se portent très bien dans leur bac, mais comme je vous l'avais dit précédemment, cette technique inspirée de la technique de Mel Bartholomew, qui consiste à mettre 4 pieds de blettes par carré de 30 cm par 30 cm, elle a un désavantage évidemment, c'est que les pieds de blettes sont très serrés. L'année dernière, j'avais opté pour une récolte par pied. Quand le pied était assez grand, je l'arrachais et je laissais grossir les autres pieds autour, et sitôt que j'avais arraché 2 pieds par carré, eh bien je les remplaçais par deux godets de laitue. Cette année, j'opte pour une technique différente et l'année prochaine, je ferai en fonction de ce qui a le mieux marché. Ce que je fais cette année, c'est que je récolte les grandes feuilles de blettes, un petit peu sur tous les pieds en même temps, en périphérie du plant, et je laisse les nouvelles feuilles se former, et donc je grignote mes plants petit à petit comme ça. Je ne sais pas ce qui va être le plus pratique, je ne sais pas ce qui va nous permettre de nous régaler le plus, parce que faut pas se limiter. C'est-à-dire que si vous vous limitez, que vous avez peur de récolter des feuilles parce que les feuilles ne poussent pas assez vite par plant par rapport à ce que vous récoltez, vous pouvez vous garder manger en fait, donc c'est un peu dommage. Et d'un autre côté, si vous récoltez plant par plant, eh bien vous pouvez vite vous retrouver à court de plants si comme moi vous avez un petit potager avec des petits bacs et que vous êtes obligé de thésauriser sur les plants, les cultures, la place que vous avez. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Cette année, j'opte pour une récolte feuille par feuille au lieu de plant par plant. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette méthode de plantation a un désavantage, et vous pouvez vous douter duquel c'est que les plants sont serrés, donc ils sont stressés, donc ils vont avoir tendance à monter plus rapidement. Et là, par exemple, j'ai un plant comme vous pouvez le voir, qui est monté à graines. Vous voyez cette tige qui part du cœur du plant, qui monte, qui dépasse du reste. Vous les repérez facilement, les petits saligots. Et puis au bout, vous avez cette hampe florale en fait qui commence à se former. Alors lorsque cela se produit, moi ici, c'est un plant qui est monté précocement, donc je ne vais pas récolter ces graines. C'est un plant qui a été stressé, qui n'est pas monté naturellement, je dirais. Enfin, si, il est monté naturellement en graines, mais on va dire qu'il l'a fait précocement par stress et non pas parce qu'il arrivait à maturité. Donc ce qu'il faut faire très rapidement là par contre, c'est récolter le plant, parce que les cardes autour vont avoir tendance à durcir et perdre en saveur. Mais ce n'est pas très grave parce que il va y avoir un trou dans mon carré. Et bien ce que je vais faire, c'est que à la diagonale de ce plant, je vais essayer de récolter un petit peu les feuilles de l'autre plant, je vais m'arranger un petit peu pour que en fait les 3 autres plants grossissent simplement et prennent petit à petit la place. Ça va simplement leur faire plus de place. Donc voilà pour ce qui est des cultures en bac. Rapidement, pour les autres cultures potagères, vous voyez cette forêt d'Aliacées sur la parcelle 2. C'est l'occasion pour moi de vous montrer que si vous débutez comme moi, ça peut être l'objet d'une fascination. Moi, ça m'intéresse de regarder un petit peu. Là, mes oignons et mes échalotes plantées en bulbie le 17 mars commencent enfin vraiment à grossir, vraiment à former un bulbe digne de ce nom. Et vous voyez la différence entre l'oignon, dont le bulbe va grossir, et l'échalote, dont le bulbe va se diviser puis grossir. Les échalotes se multiplient, tandis que les oignons grossissent. Et puis mes aubergines qui stagnaient, les aubergines ont tendance à stagner dans leur godet pendant des mois, puis parce qu'elles font leurs racines. Quand vous les plantez, c'est pareil, elles favorisent d'abord leur système racinaire, et puis vous voyez que hop, là ça y est, les feuilles commencent à devenir vraiment violacées et à grandir timidement, mais très rapidement, fin juin, début juillet, là elles vont vraiment partir, et puis en août, il y aura la récolte qui commencera début août dans mon contexte, dans mon potager. La parcelle 3, vous voyez qu'elle est bien chargée. J'ai un peu de tout, j'ai un rang de tomates, un rang de betteraves, un petit rang d'aubergines parties de plants un petit peu moins jolies, donc elles sont un petit peu moins
vigoureuses, mais j'ai l'impression que ça va, qu'elles s'y font. Et puis vous avez des fleurs compagnes et des aromates. Donc vous voyez que sur cette parcelle, eh bien, les tomates ont stagné avec la chaleur très importante, beaucoup trop importante pour une mi-mai. J'avais 37 degrés sur la parcelle, j'ai dû mettre un voile d'ombrage avec un voile P17. Mais là, ça y est, il fait plus que 25 degrés, 30 degrés maximum au plus chaud de l'après-midi. Il y a des pluies, donc ces tomates également commencent à former leurs fleurs. Et puis sur la parcelle 4, vous voyez que les courgettes grossissent, hein, je ne vous mentais pas en vous disant que très vite on ne verrait plus le paillage sous elles. Ça grossit très rapidement, elles ont été plantées à 80 cm les unes des autres et c'est très juste. Je n'ai pas le choix parce que j'ai pas la place, mais si vous avez la place, essayez de faire 1 mètre, 1 mètre 20. Moi ça va, mais je vais devoir gérer les feuilles, c'est-à-dire que quand les feuilles commenceront vraiment à se grimper dessus et à faire de l'ombre aux fleurs des autres plants, il faudra gérer, essayer de tailler un petit peu les feuilles, surtout celles qui traînent au sol et qui vont avoir tendance à avoir de l'oïdium précocement. Sur cette parcelle, j'ai également un très beau plant de coriandre qui s'est très bien développé. Donc vous voyez, cette parcelle, elle est à mi-ombre. L'année dernière, mes courgettes, je les avais mis sur la parcelle 3, qui est un petit peu à mi-ombre, mais le soleil tape fort en 2022 et elles avaient tendance à être vraiment en souffrance lors des grosses chaleurs. Donc je pense que cette parcelle qui est un peu plus à mi-ombre, qui est vraiment beaucoup plus à l'ombre de ce cèdre qui abrite mes choux kale, je pense que ça leur conviendra beaucoup mieux et ça convient bien à la coriandre. Parce que la coriandre, je me fais avoir chaque année, le temps qu'elle soit suffisamment grande, on est fin mai, je me dis tiens je vais en récolter et puis bah voilà on est déjà fin mai et en fait la coriandre ça monte très vite en graines. Donc je vais vous montrer ça, vous voyez là sur la parcelle 3 j'ai un autre plant qui a eu plus chaud que le plant de la parcelle 4 et lui il monte bien. Vous vous en apercevez, vous avez ces feuilles rondes très jolies de la coriandre et très vite vous allez voir que hop, vous avez des feuilles avec un petit peu plus fines, un petit peu plus découpées qui poussent, qui ressemblent à des feuilles de carottes. C'est normal, la coriandre est une apiacée comme la carotte. Et ça, ces feuilles-là, c'est les feuilles de la hampe florale qui va apparaître. Alors, ce plant-là, moi, je vais le laisser monter à graines. D'une part parce que ça va me faire un grand plant très joli, qui va faire un peu d'ombre aux cultures autour, qui va attirer les butineurs, qui va sentir très bon, même si les feuilles deviennent plus coriaces, ont moins de saveur, hein, faut pas se mentir, si vous laissez monter à graines, c'est moins bon. Les feuilles découpées n'ont pas beaucoup de goût et sont très coriaces, elles sont pas très bonnes à manger. Mais vous avez toujours des feuilles un petit peu plus rondes, un petit peu plus remplies à récolter. Mais je laisse monter parce que je vais laisser faire des graines que je vais récolter en fin de saison pour ne plus avoir à acheter de graines de coriandre chez les semenciers, hein, paysans ou pas. Et puis voilà. Alors là, sur la parcelle 5, eh bien, j'ai mes fruitiers, mais les premiers fruitiers que j'ai mis entre 2019 et 2020, printemps et automne, selon les fois où j'avais acheté des plants. Les fraises, j'en ai pas beaucoup, hein. Moi mes fraisiers ils sont en piètre état. On vous dit souvent en jardinerie, ah vous débutez, faites des fraises. Moi les fraises, je trouve pas ça si facile à cultiver, sauf si vous êtes en bac, que vous en prenez vraiment soin, qu'elles sont dans du terreau, voilà. Mais en pleine terre, c'est pas si facile, c'est très capricieux, ça craint les chaleurs, enfin voilà, ça a tendance à tomber malade, moi dans mon contexte et dans mon potager, trop de soleil, trop d'ombre, trop sec, trop humide. Bref, c'est un petit peu capricieux je trouve. En revanche, les framboisiers, bah, ça se gère tout seul, il faut même les freiner parce qu'ils drageonnent, ils se multiplient. Donc là, je vais avoir mes premières framboises de la variété Zeva, qui est une variété que j'ai remarqué qui est plus précoce que l'autre variété rouge que j'ai qui s'appelle Héritage. Et là, vous avez la variété Fall Gold qui a tendance à être un peu moins productive dans mon contexte, mais qui est également précoce, mais qui par contre n'aime pas les grosses chaleurs de l'été. Sur la parcelle 6, eh bien, j'ai des tomatiers, j'ai du basilic. Derrière, loin, vous voyez une espèce d'échelle avec je ne sais pas ce que c'est un morceau de meuble que des voisins ont mis à la benne. Bon, ben, je l'ai récupéré, je l'ai posé là. Et à son pied, j'ai un plant excédentaire de concombre qui était moins beau, mais que j'ai planté là tout seul. Et s'il prend, ma foi, bien, il grimpera
sur cette petite échelle et puis je le ferai courir sur les tuiles le long de mon allée fleurie. Ici vous avez la parcelle 7 qui est toute nouvelle. C'est un sous-bois avec un sol de remblai extrêmement pauvre où il n'y avait vraiment rien à en tirer. À l'automne j'ai mis des boutures de mes framboisiers qui ont pris. C'est un peu tôt pour avoir une belle récolte. Là ce sont des framboisiers montants. J'aurai peut-être une meilleure récolte fin d'été, au moment où ils vont remonter justement. Mais je pense qu'ils auront... Là, ils commencent déjà à drageonner, donc c'est qu'ils se plaisent. Mais je verrai à la fin de l'hiver prochain s'ils drageonnent vraiment, s'ils s'y plaisent. Et donc la saison prochaine, cette parcelle va être vraiment remplie. Normalement, je suis peut-être optimiste. Mais enfin, c'est une future parcelle à fruitiers. Mais en attendant... que ces fruitiers prennent leur place, grandissent, eh bien j'ai des trous entre ces fruitiers et moi ce que je voudrais surtout pas c'est que le sous-bois reprenne ses droits, que les junipérus, le bouleau, tous les trucs, les cotonéastères, toutes ces plantes en fait, tous ces couvre-sols invasifs qui étaient là mis par les anciens propriétaires finalement pour couvrir ce sol, pour faire une partie du jardin qu'ils n'ont pas à entretenir, ce qui est très intelligent. Et bien moi ce que je veux au contraire c'est la transformer en partie nourricière que je vais entretenir et je veux empêcher en fait ces espèces qui étaient là depuis 10, 20, 30 ans de revenir inlassablement, tenter de revenir par les racines, par le sol. Donc ce que j'essaye de faire c'est d'occuper l'espace aérien et l'espace racinaire en plantant de tout en vrac. Donc j'ai mis des haricots, des courges qui se plaisent. Regardez là derrière ce myrtillier, vous avez des plants de courges et en fait elles vont très bien. J'ai mis un plant de courgettes, donc des haricots, j'ai mis des fleurs compagnes. Il y a également un arbre à goji que j'ai mis un plant de poivron. Bref, j'occupe l'espace. Je veux pas que l'espace aérien et l'espace racinaire soient inoccupés. Parce que la nature a horreur du vide. On verra bien ce que ça donne. Et vous voyez que ce sol, je mets des fientes, je mets du compost, je mets mes pelures directement sans passer par la case compost. Je mets du BRF, je mets des tailles d'herbacées. Je mets tout ce que je peux pour d'ores et déjà, pendant la culture, commencer à créer du sol et à l'hiver ça fera partie des parcelles que je recouvrirai de crottin de cheval à l'automne j'entends et ce crottin semi-composté va composter tout l'hiver jusqu'au moment des plantations de mai. 6 plantations il y a parce que mon but c'est que cette parcelle ne soit plus qu'une parcelle à petits fruitiers l'année prochaine. Et enfin la parcelle 8. La parcelle 8, vous voyez que les concombres, avec un peu d'aide, ont trouvé l'échelle que je leur ai posée. Et puis il y a également des plants de betteraves en poquet. Alors les betteraves en poquet, je leur ferai, mais je trouve que ils ont tendance un peu à se grimper dessus. J'ai des feuilles périphériques qui ont pourri carrément, qui sont tombées malades. Ils se montent un peu dessus et pour l'instant ils ne forment pas leurs racines comme le font les plants uniques démariés que j'ai mis dans mes bacs. Donc à voir. Je ne sais pas si c'est forcément plus intéressant que de démarier les plants. J'ai l'impression que les plants démariés sont plus vigoureux, moins malades et forment leurs racines, leurs tubercules un peu plus vite. Toujours est-il que et les plants de compagne, il y en a un peu partout, et les soucis sont très jolis, je sais pas si l'effet anti-nématode qui leur est prêté est réel, mais en tout cas, ça attire les butineurs et c'est bien joli. Et puis je termine en vous présentant les 3 poules que nous avons installées dans un poulailler fait main, tout en bois, dans la maçonnerie du terrain. Donc de gauche à droite, vous avez Prejudice, Virginia et Pride, qui sont 3 poules pondeuses très sympas, qui ont chacune leur petit caractère, et elles sont abritées sous un sapin, protégées du vent du nord, et à la fois qui reçoivent le soleil quand même toute l'année. Donc elles ont de l'ombre, du soleil, mais quand même c'est un terrain qui est assez nu. On leur donne des graines, on leur donne nos restes. Elles nous pondent un œuf par jour chacune. Donc on a 3 œufs par jour, on est 3, ça tombe bien. Pour l'instant, bien sûr, la ponte sera réduite, j'imagine, en hiver. Mais
Elles ont largement la place, elles sont heureuses les quelques jours où on ne peut pas les faire sortir, ça va, hein, elles sont bien, mais quand même, une fois par jour, on essaie de les faire sortir sur un parcours herbeux. Et je vous laisse sur cette vidéo de nos poules. Je vous souhaite une belle saison, je reviendrai plus tard. J'ai peu de temps de faire des vidéos de culture, mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Come ladies, come. Come ladies, come. Come ladies, come.